En moins de 3 mois, Manet a changé de trajectoire. Dans une zone longtemps marquée par la pauvreté, la disparition des troupeaux et la dépendance à l'aide extérieure, une stratégie agricole ciblée a été déployée d'un seul bloc, avec animaux, alimentation initiale, équipement et encadrement technique, afin de supprimer l'attente improductive, relancer la production dès le premier jour et provoquer, par effet d'échelle, une densification rapide des marchés hebdomadaires et des apprentissages entre voisins. Pourquoi ce basculement vous concerne-t-il alors qu'Ibrahim Traoré l'a assumé ? Parce qu'il esquisse un modèle transmissible, capable de convertir une dépense publique en cycle productif durable. Ce récit propose une lecture précise d'un basculement économique local, sans lyrisme ni promesse excessive, pour comprendre ce qui transforme une aide en moteur durable. Vous y gagnerez une compréhension claire de leviers concrets capables de stabiliser durablement les revenus locaux. L'enjeu est élevé, car l'intervention observée à Manet n'avait pas pour objectif de soulager une urgence passagère, mais de restaurer des actifs productifs capables de se reproduire, de générer des flux réguliers et de réduire une dépendance chronique à l'aide extérieure. Le pari comportait des risques identifiés dès le départ. Un déploiement trop lent, un suivi technique insuffisant ou des marchés incapables d'absorber des excédents auraient pu neutraliser l'effort consenti. A l'inverse, si la mécanique tenait, elle ouvrait une perspective rare pour le Burkina Faso. Convertir une dépense publique en dynamique endogène, mesurable et transmissible. Ce texte déroule donc, étape par étape, les mécanismes à l'œuvre, distingue les effets immédiats des signaux structurels et précise ce qui relève d'un contexte local particulier ou d'un modèle potentiellement reproductible ailleurs. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont été intégrées à un dispositif productif à Manet, soutenu par un investissement public dépassant 5 milliards de francs CFA. Cette combinaison d'échelle humaine et financière a recréé presque instantanément une base économique locale, là où les actifs productifs avaient largement disparu. Pour mesurer la portée de ce résultat, il faut revenir à la situation initiale de la région. Avant l'intervention, l'économie locale reposait sur des équilibres extrêmement fragiles. Les troupeaux avaient été décimés par des années d'instabilité et de privations successives. Les revenus agricoles s'étaient effondrés. Les ménages ne disposaient plus d'actifs reproductifs, leur permettant d'enclencher un cycle économique autonome. Cette absence de socle expliquait une vulnérabilité aiguë face aux chocs climatiques, aux hausses de prix et à l'irrégularité de l'aide extérieure. La réponse apportée a rompu avec les approches centrées sur l'assistance immédiate. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la stratégie a visé la reconstruction des conditions mêmes de la production. L'idée structurante était simple: restituer aux familles des actifs capables de se multiplier rapidement et de générer un revenu récurrent plutôt que de compenser ponctuellement une perte. Cette orientation a guidé l'ensemble du dispositif. Le programme a ciblé en priorité les ménages les plus vulnérables, notamment les familles pauvres, les déplacés internes et les veuves. Mais la singularité résidait dans la combinaison livrée en une seule fois. Animaux reproducteurs, alimentation initiale, équipement de base et encadrement technique ont été fournis simultanément. Cette simultanéité a supprimé la phase d'attente qui fragilise souvent les projets de relance et a permis à chaque foyer de produire dès les premiers jours. Ce contexte explique la rapidité du basculement observé. Lorsque des milliers de foyers avancent en même temps dans un même cycle productif, les marchés locaux, les échanges et les apprentissages se structurent à une vitesse inhabituelle. C'est cette mécanique collective qui donne sens aux chiffres initiaux et pose la question centrale de la suite. Pour rendre tangible cette bascule, il suffit de suivre le parcours d'un éleveur de Manet, choisi ici comme fil conducteur. Quelques mois avant l'intervention, son foyer avait perdu l'essentiel de son petit cheptel. Les années d'instabilité successive avaient réduit l'activité à une survie sans réserve productive, rendant toute projection économique impossible. Les revenus étaient irréguliers, les décisions dictées par l'urgence, et chaque choc extérieur annulait les efforts précédents. La réception d'un kit d'élevage complet a constitué un point de rupture immédiat. Avec un coq,
3 poules et l'alimentation nécessaire pour les premières semaines, l'activité a redémarré sans délai. L'effet n'a pas été symbolique, mais opérationnel. La reproduction rapide de la volaille a permis, en peu de temps, de dégager une première réserve monnayable sur les marchés locaux. Cette vente initiale, modeste mais régulière, a enclenché un cercle vertueux. Très tôt, les revenus générés ont été réinvestis. Un abri plus solide a été construit afin de limiter les pertes. Les pratiques d'hygiène et de nourrissage ont été améliorées grâce aux formations techniques associées au programme. Ces ajustements simples ont stabilisé la croissance du cheptel et réduit les risques sanitaires. La production est devenue prévisible. Ce parcours individuel n'est pas isolé. Il reflète un schéma observé dans de nombreux foyers bénéficiaires. Une reprise rapide de la production, suivie d'une capacité nouvelle à décider, investir et anticiper. L'impact le plus précoce ne réside donc pas uniquement dans l'augmentation du nombre d'animaux, mais dans la reconquête d'une marge d'action économique. Le déploiement du programme à Manet s'est opéré selon une séquence pensée pour produire des effets immédiats puis durables. La phase d'activation a été volontairement concentrée dans le temps. Dès les premières semaines, les équipes locales ont distribué les kits d'élevage dans les zones les plus fragilisées en une seule vague coordonnée. Animaux reproducteurs, alimentation initiale et équipements ont été remis simultanément. Cette approche a supprimé toute période d'attente improductive. Chaque foyer a pu démarrer dès le premier jour, sans dépendre d'un apport ultérieur incertain. Très rapidement, les premiers signaux sont apparus. Les pontes ont commencé. Les cheptels ont recommencé à exister là où ils avaient quasiment disparu. Les ménages ont organisé leur première vente locale, modeste mais régulière. L'alimentation n'était plus une urgence quotidienne. Cette phase initiale a été marquée par des décisions simples, des gestes répétés et une appropriation immédiate du dispositif. Le programme n'était plus perçu comme une aide extérieure, mais comme une activité concrète à gérer. La montée en puissance s'est ensuite accélérée. À mesure que la reproduction se stabilisait, les volumes augmentaient. Les marchés hebdomadaires ont changé de visage, alimentés par une offre nouvelle de volailles, d'œufs et, dans certains cas, de petits ruminants. Les ménages ont commencé à planifier. Ils ont appris à arbitrer entre vente et conservation, entre consommation immédiate et réinvestissement. Les échanges entre voisins se sont intensifiés, favorisant la diffusion rapide des pratiques efficaces. L'initiative individuelle est devenue une dynamique collective. C'est à ce stade que la cohérence de la stratégie portée par Ibrahim Traoré est apparue plus clairement. L'objectif n'était pas de créer un pic artificiel, mais d'organiser un cycle économique reproductible. Les excédents générés n'ont pas été immédiatement consommés. Ils ont servi à améliorer les abris, à sécuriser l'alimentation animale et à renforcer la capacité de production. Chaque décision renforçait la suivante, consolidant progressivement le socle productif local. La phase de rémanence constitue le troisième temps de cette trajectoire. Moins de 3 mois après le lancement, les indicateurs ont progressé dans la majorité des foyers bénéficiaires. Les effectifs de volailles se sont multipliés. Les revenus issus des ventes ont permis d'améliorer l'habitat, de financer des dépenses scolaires et de réduire l'endettement. Contrairement à de nombreux programmes d'urgence, l'effet ne s'est pas dissipé après les premiers succès. Il s'est enraciné. Cette dynamique a débordé le périmètre initial. Des villages voisins ont commencé à imiter le modèle. Des activités connexes se sont développées, comme la fabrication d'abris, le commerce d'aliments ou les services de transport local. Un écosystème économique a émergé sans attendre de nouveaux financements extérieurs. La production maîtrisée par les habitants eux-mêmes est devenue le moteur de la transformation. Avant l'intervention, la région de Manet disposait de très peu d'actifs reproductifs fonctionnels. Moins de 3 mois plus tard, une base productive locale a été reconstituée à grande échelle. Ce passage d'une économie de survie à un cycle productif mesurable constitue le premier repère quantitatif essentiel pour comprendre la portée du programme. Un premier indicateur concerne l'ampleur humaine du dispositif. Environ 83 000 personnes ont été intégrées au programme, ce qui représente une part significative des populations vulnérables de la zone. Ce volume ne relève pas d'un ciblage marginal. Il traduit un choix d'échelle assumé, visant à atteindre une masse critique suffisante
pour transformer des initiatives individuelles en dynamiques collectives. Lorsque des milliers de foyers entrent simultanément dans un même cycle productif, les effets se renforcent mutuellement et modifient rapidement les équilibres locaux. Un deuxième repère se lie dans l'engagement financier initial. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les animaux, l'alimentation de démarrage, la logistique et l'accompagnement technique. Cette somme ne correspond pas à une dépense de consommation immédiate. Elle constitue un investissement structurant orienté vers la restauration d'actifs capables de produire leurs propres effets dans le temps. L'effort public a permis de supprimer les goulets d'étranglement habituels des programmes de relance, notamment les délais d'approvisionnement et l'insuffisance de suivi au démarrage. Le troisième indicateur concerne l'évolution des cheptels. En moins de 3 mois, les effectifs de volailles et d'animaux reproducteurs ont augmenté à plusieurs reprises dans la majorité des foyers bénéficiaires. Cette accélération n'est pas aléatoire. Elle résulte de la combinaison entre races sélectionnées, apport alimentaire suffisant et encadrement technique de base. L'augmentation rapide de la production a renforcé immédiatement la sécurité alimentaire locale, tout en générant des excédents commercialisables sur les marchés hebdomadaires. Ces 3 repères dessinent une trajectoire cohérente. Ils distinguent ce programme d'intervention centré uniquement sur le transfert de ressources. Ici, les actifs distribués produisent eux-mêmes leurs effets. Les ménages peuvent pas planifier leurs ventes, anticiper les cycles de reproduction et projeter des investissements modestes mais continus. Cette capacité de projection constitue un marqueur central de sortie de la pauvreté structurelle. Les chiffres ne suffisent toutefois pas à eux seuls. Ils prennent sens lorsqu'ils sont reliés aux pratiques observées sur le terrain. Les familles acquièrent des compétences techniques simples mais décisives, comme la gestion sanitaire, le rationnement et l'organisation des ventes. Ces routines réduisent les pertes et stabilisent la production. Elles expliquent pourquoi la croissance observée ne se dissipe pas après le lancement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'intention stratégique apparaît lisible dans ces données. Restaurer les actifs, créer une échelle suffisante, puis ancrer une autonomie économique locale. Les indicateurs quantitatifs ne décrivent pas une embellie ponctuelle. Ils tracent les contours d'un cycle productif capable de se maintenir et de s'étendre à condition d'être consolidé dans le temps. Certains observateurs avancent une lecture prudente, voire sceptique, des résultats observés à Mané. Selon cette analyse, la croissance rapide des cheptels durant les premiers mois pourrait relever d'un effet de lancement. Des expériences menées dans d'autres régions sahéliennes ont déjà montré des démarrages prometteurs suivis d'un essoufflement, faute d'infrastructures adaptées, de suivi sanitaire continu ou de marchés capables d'absorber une production accrue. Dans cette perspective, le programme risquerait de dépendre durablement d'un soutien extérieur pour éviter un retour en arrière. Un second argument critique porte sur la saturation potentielle des marchés locaux. Lorsque de nombreux ménages produisent simultanément des volumes similaires, les prix peuvent baisser, réduisant l'incitation à poursuivre l'effort de reproduction. Sans débouché élargi ou mécanisme de régulation, l'excédent pourrait devenir un facteur de fragilisation plutôt qu'un levier de stabilisation. Cette inquiétude est renforcée par le caractère enclavé de certaines zones rurales, où les circuits commerciaux restent limités. Face à ces réserves, les éléments observés sur le terrain apportent des réponses partielles mais solides. Premièrement, l'augmentation répétée des effectifs en moins de 3 mois indique un processus reproductif viable, et non un simple afflux ponctuel. Deuxièmement, les revenus générés ne sont pas absorbés par une consommation immédiate. Ils sont majoritairement réinvestis dans des abris, des intrants complémentaires et l'amélioration des pratiques, ce qui renforce la durabilité du cycle. Troisièmement, la diffusion spontanée du modèle vers des villages voisins suggère qu'il repose sur des mécanismes transférables, indépendants d'un accompagnement constant. Ces constats ne dissipent pas toutes les incertitudes, ils déplacent toutefois le débat. La question n'est plus seulement de savoir si la dynamique tiendra, mais comment l'accompagner pour éviter les points de rupture identifiés ailleurs.
Dans ce cadre, la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme une expérimentation fragile que comme une base économique en cours de structuration, dont la solidité dépendra surtout de la gouvernance locale et de la qualité de l'ancrage progressif. À ce stade, le changement le plus profond ne concerne plus uniquement la croissance des cheptels, mais la manière dont les familles se perçoivent et agissent. Dans plusieurs villages de Mané, les ménages ne se définissent donc plus comme bénéficiaires d'un programme, mais comme gestionnaires actifs d'une activité économique. Ce glissement de rôle marque un point de rupture décisif, rarement mesuré dans les évaluations classiques. La gestion quotidienne évolue rapidement. Les foyers organisent la reproduction, planifient les ventes et arbitrent entre consommation et réinvestissement. Les décisions ne sont plus dictées par l'urgence immédiate, mais par une logique de cycle. Chaque kit d'élevage fonctionne désormais comme une micro-entreprise familiale, avec des choix, des priorités et des objectifs lisibles. Cette autonomie opérationnelle modifie l'équilibre des relations locales. L'intervention portée par Ibrahim Traoré prend ici une dimension nouvelle. La stratégie ne se limite pas à fournir des moyens matériels. Elle réintroduit une capacité de maîtrise locale absente depuis des années. Ce retour du pouvoir d'agir déclenche un effet en cascade. Les marchés gagnent en densité, les échanges s'organisent et les zones auparavant périphériques acquièrent une visibilité économique régionale. La révélation centrale est donc claire. Lorsque la capacité de décision revient aux habitants, l'initiative cesse d'être un projet piloté d'en haut et devient une dynamique communautaire, portée par ceux qui en vivent les effets au quotidien. Les effets du programme se lisent d'abord au niveau des ménages. Pour les familles bénéficiaires, la production régulière d'œufs, de volailles ou de petits ruminants crée un revenu prévisible, même modeste. Cette régularité transforme les arbitrages domestiques. Les foyers peuvent rembourser de petites dettes, améliorer l'habitat, financer des fournitures scolaires et constituer une épargne minimale. La sécurité alimentaire progresse en parallèle, réduisant l'exposition aux chocs saisonniers. Pris isolément, chaque gain paraît limité. Répété à grande échelle, il devient structurant. À l'échelle des activités économiques locales, l'impact est plus visible encore. Les marchés hebdomadaires se densifient grâce à l'arrivée de volumes supplémentaires de produits d'élevage. Cette offre nouvelle stimule des activités connexes, fabrication d'abris, commerce d'aliments pour animaux, petits services de transport et de transformation. Les revenus circulent davantage à l'intérieur du territoire, renforçant un tissu économique longtemps atrophié. La logique d'assistance cède progressivement la place à une logique d'échange où les ménages vendent, achètent et réinvestissent selon leurs propres priorités. Les communautés enregistrent également une évolution sociale notable. Dans plusieurs villages de Mané, la diminution de la rareté réduit les tensions liées à la concurrence pour les ressources. Les échanges de savoir-faire entre éleveurs se multiplient, les réussites locales deviennent des références partagées, renforçant la confiance collective et l'adhésion au modèle. Cette dynamique sociale joue un rôle clé dans la diffusion spontanée de la pratique vers des zones voisines, sans incitation financière directe. À l'échelle territoriale, les conséquences dépassent le cadre agricole. La restauration de l'élevage relance l'usage des terres et stimule les flux commerciaux. Certaines autorités locales identifient désormais des zones à potentiel productif et encouragent de petites infrastructures de soutien, comme des espaces de stockage ou des points d'eau. Des coopérations intervillages émergent pour faciliter la vente en volume et réduire les coûts logistiques. Le territoire, longtemps marginalisé, se reconnecte progressivement aux dynamiques économiques régionales. Dans cet ensemble d'effets, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur. Chaque transformation individuelle alimente une transformation collective, et chaque succès local renforce la stabilité régionale. La richesse générée ne se concentre pas, elle circule. Les acteurs ne subissent plus passivement leur environnement économique. Ils commencent à le façonner. Ces conséquences concrètes dessinent un enseignement central. Lorsqu'un programme parvient à agir simultanément sur les ménages, les marchés, les relations sociales et l'organisation territoriale, il dépasse le court terme et pose les bases d'une autonomie durable. La question suivante s'impose alors naturellement. Que produirait ce modèle s'il était étendu
au-delà de Manet. L'évolution du programme peut être envisagée à travers 3 trajectoires conditionnelles, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture fondés sur les dynamiques déjà observées. Le raisonnement est volontairement simple. Si certaines conditions sont réunies, alors certains effets deviennent plausibles. Dans le scénario de continuité, les ménages maintiennent les cycles de reproduction actuels sans expansion rapide. Les marchés locaux absorbent progressivement les excédents et les revenus augmentent de manière modérée mais régulière. Les investissements restent centrés sur l'amélioration des abris, la sécurisation de l'alimentation animale et la stabilisation des pratiques sanitaires. Si cette discipline se prolonge, alors la région consolide une autonomie alimentaire durable avec une baisse sensible de la vulnérabilité et une meilleure capacité à encaisser les chocs saisonniers. Le scénario de montée en puissance suppose une structuration plus avancée. Les volumes produits dépassent les besoins immédiats des marchés locaux et s'orientent vers des circuits régionaux. Des micro-entreprises, parfois organisées en coopératives, émergent pour structurer la collecte, la transformation et la distribution. Les ménages diversifient leurs activités en intégrant des fonctions de stockage, de transport ou de transformation. Si ces réinvestissements s'étendent, alors la croissance devient cumulative. Dans cette configuration, la stratégie portée par Ibrahim Traoré pourrait contribuer à recomposer durablement le paysage agricole de territoires plus vastes. Le scénario de tension met en lumière les limites possibles. Une saturation des marchés, un accès insuffisant à des intrants de qualité ou un affaiblissement du suivi technique peuvent ralentir la dynamique. Les ménages risquent alors de vendre trop tôt ou de réduire la reproduction, fragilisant le cycle. Si ces contraintes s'accumulent, alors le programme conserve ses acquis initiaux, mais peine à franchir un nouveau palier. La trajectoire reste positive, mais inachevée. Ces 3 scénarios convergent vers un même enseignement. L'avenir du programme dépend moins de facteurs extérieurs imprévisibles que de la capacité collective à gouverner la croissance. La question centrale devient stratégique. Comment transformer un socle prometteur en système durable, capable de s'étendre sans se diluer? Pour les habitants des zones rurales fragiles, l'expérience de Manet modifie profondément la perception des ressources locales. Là où dominaient l'attente et la dépendance, apparaît la preuve qu'un territoire appauvri peut retrouver une capacité d'action à partir de mécanismes simples et maîtrisables. Les récits de familles redevenues productrices transforment l'imaginaire collectif. Les actifs locaux ne sont plus perçus comme condamnés à l'épuisement, mais comme activables, à condition d'être restaurés et accompagnés au bon moment. Pour un public plus urbain, l'enjeu est structurel. L'augmentation de la production locale d'œufs, de viande et de produits d'élevage suggère une réduction potentielle de la dépendance aux importations alimentaires. Cette perspective touche directement les foyers sensibles aux variations de prix. Lorsque les zones rurales se stabilisent et produisent davantage, les villes bénéficient indirectement d'une meilleure prévisibilité de l'approvisionnement et d'une pression moindre sur les marchés. Le lien entre agriculture locale et sécurité économique devient plus concret. Un 3e groupe, celui des jeunes en quête d'opportunités, observe cette dynamique sous un autre angle. Les micro-activités générées par l'élevage ouvrent un champ d'initiatives connexes, transformation, transport, commercialisation, fabrication d'équipements ou formation technique. L'agriculture cesse alors d'apparaître comme une activité de repli. Elle devient un espace d'expérimentation économique accessible, fondé sur des cycles courts et observables. À travers ces regards croisés, un point commun se dégage. La transformation de Manet agit comme un révélateur. Lorsque les actifs productifs sont restaurés et maîtrisés localement, les individus réévaluent leur place dans l'économie. 2 leviers apparaissent essentiels pour le public concerné. Documenter les réussites afin de renforcer la confiance collective et créer des espaces d'échange pour diffuser les pratiques efficaces. La phase suivante du programme repose moins sur l'innovation que sur la rigueur d'exécution. Transformer une réussite initiale en système durable exige une séquence d'actions coordonnée
portée par les acteurs locaux eux-mêmes. La vision associée à Ibrahim Traoré fournit un cadre stratégique, mais son efficacité dépendra de la précision des choix opérationnels et de leur inscription dans le temps. La première étape consiste à consolider les noyaux reproductifs existants. Les ménages stabilisent leur cheptel en appliquant des pratiques simples, suivi sanitaire régulier, contrôle des volumes, arbitrage entre vente et reproduction. Les indicateurs sont lisibles: constance des effectifs, régularité des revenus et réduction des pertes. Sans ce socle, toute expansion fragilise l'ensemble. La deuxième étape vise la mutualisation à l'échelle villageoise. Des dispositifs collectifs permettent de partager l'alimentation animale, l'abattage artisanal ou l'accès au marché. Cette organisation réduit les coûts unitaires, sécurise les débouchés et protège les foyers les plus exposés aux variations de prix. Les progrès se mesurent par une amélioration des marges et une plus grande fluidité des échanges. Vient ensuite le soutien par de petites infrastructures ciblées, abris améliorés, espaces de stockage et unités de transformation absorbent l'augmentation des volumes sans dégrader la qualité. Ces investissements limités produisent un rendement élevé lorsqu'ils sont synchronisés avec la montée en charge de la production. La formation constitue un levier transversal. Des modules courts et pratiques ancrent les compétences essentielles et rendent le modèle transmissible. Enfin, l'élargissement progressif des réseaux de vente permet de transformer l'excédent en valeur durable, condition indispensable à l'extension territoriale de la stratégie portée par Ibrahim Traoré. Le récit revient naturellement à l'éleveur de Manet, ce personnage discret qui a accompagné l'ensemble de la trajectoire. Quelques mois plus tôt, son quotidien était dominé par l'incertitude. Les animaux avaient disparu, les revenus s'étaient éteints, et l'avenir se résumait à la gestion d'une urgence permanente. Chaque décision était contrainte, chaque choc annulait les efforts précédents. La survie primait sur toute projection. Aujourd'hui, la situation a changé de nature. Le foyer vit d'une production régulière, modeste mais stable. Les ventes par éteintes permettent d'anticiper, de planifier et d'investir. Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. L'habitat s'améliore progressivement. Surtout, la famille a reconquis une capacité de décision qui avait disparu depuis longtemps. Cette transformation ne se mesure pas uniquement en volume ou en revenus, mais en marge de manœuvre retrouvée. Ce parcours individuel condense la portée du programme. Il rappelle que la reconstruction économique commence rarement par des indicateurs abstraits, mais par la restitution d'un pouvoir d'agir concret. La stratégie impulsée par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette logique. Redonner aux familles les moyens de produire, de décider et de transmettre une trajectoire ascendante. Lorsque ces histoires se multiplient, elles cessent d'être des exceptions. Le changement devient alors durable. La dynamique observée à Manet dépasse désormais le cadre d'un programme sectoriel. Elle interroge une manière plus large de concevoir le développement fondé sur la reconstruction des capacités locales plutôt que sur la seule compensation des manques. À mesure que les communautés consolident leurs acquis, une responsabilité collective émerge, transformer une réussite initiale en référence durable, capable d'inspirer d'autres territoires confrontés aux mêmes fragilités. Cette transformation ne repose pas uniquement sur les institutions ou sur l'impulsion politique initiale. Elle dépend aussi de la circulation des expériences, de la mise en commun des apprentissages et de la capacité à débattre ouvertement des limites comme des réussites. Observer, comparer, documenter, ces gestes simples renforcent la solidité d'un modèle et évitent qu'il ne se dilue avec le temps. Pour celles et ceux qui suivent cette évolution, l'invitation est volontairement mesurée. Prendre du recul, questionner les mécanismes à l'œuvre et participer au dialogue public sur ce qui fonctionne réellement sur le terrain. Car au-delà de Manet, une question demeure ouverte et concerne chacun. Comment ancrer durablement cette dynamique et l'étendre sans en perdre le sens ?